Bonjour à toutes et à tous, Thomas Michelon de l'ambassade de France, je suis conseiller culturel, donc on est ravis de vous voir aussi nombreux aujourd'hui pour écouter donc cette masterclass autour d'Arcane. À vrai dire, quand on a discuté avec Dominique Ezra, que je remercie d'ailleurs de nous avoir accueillis et d'avoir accueilli notre idée, donc on a commencé à discuter du fait d'inviter l'équipe de production d'Arcane, et on n'avait pas d'inquiétude quant au succès. Évidemment, on sait qu'en Belgique, il y a de nombreux amoureux de Jinx. C'est notre côté dark gothique que l'on a tous en nous, donc il faut continuer comme ça. Mais surtout, en les invitant, on voulait vraiment pouvoir transmettre quelque chose de l'énergie de création qui a en fait été derrière tout le travail forcené de l'équipe qui a permis en 5 ans de produire cette série absolument formidable. Enfin, en tout cas, pour nous, on l'estime formidable parce qu'elle crée un univers graphique tout à fait particulier, parce qu'elle est magnifique dans sa structure scénaristique, parce qu'elle est juste dans son emploi des couleurs et des graphismes. Et au-delà de ça, parce qu'effectivement, on avait une certaine fierté, bien sûr, à ce qu'une boîte française réussisse à franchir le cap de Netflix. Mais ce n'est pas uniquement ça. Je pense que c'était vraiment l'idée de vous dire que on peut créer des univers qui sont fondamentalement originaux. Et ces univers peuvent toucher un public large, en l'occurrence, je ne sais plus combien il y a eu de centaines de millions d'heures de vues d'Arcane, mais c'est tout à fait impressionnant. Donc voilà, on est très très heureux de vous avoir parmi nous. Je suis très heureux également d'accueillir toute l'équipe avec le Festival Anima aujourd'hui. Je voudrais juste vous dire qu'à 17h, nous organisons une autre conférence tout aussi intéressante, cette fois-ci plutôt sur le sujet Web3, NFT. Et donc, je vous donne rendez-vous à 17h pour ceux et celles qui voudraient rester un peu plus longtemps au festival. En tout cas, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Voilà, je vous souhaite une bonne séquence et je vais céder la parole. Attendez. Ça va trop vite, là. Céder la parole donc à Guillaume, qui sera le modérateur inspiré de cette session. Voilà. Je vous quitte maintenant. Bon, ça va? Ça va? Allô? Ouais. Okay. Donc bonjour à tous et bienvenue à cette conférence dans les coulisses de la série Arcane. Donc Arcane, comme vous le savez, qui est une série d'animation inspirée de l'univers League of Legends de Riot Games. Je précise ça, mais je pense qu'en fait, on parle à des convaincus. Levez la main ceux qui n'ont pas vu la série Arcane. Oh, là, quand même. Ok, mais c'est pas tellement grave. Just a quick note in English. So this talk is going to be in French, but it's being translated live. So if you need a translator or headphones, do know there are a few available, and you can ask for one, so you can follow it up if French you don't understand it or don't understand it well. Back to French. Donc, de l'équipe en fait de Fortiche, donc qui est le studio d'animation qui a créé la série Arcane, avec nous, nous avons, on va dire par ordre d'importance, Jérôme Combe, qui est le cofondateur de Fortiche. Nous avons aussi Christelle Bocco, qui est la communication manager de chez Fortiche. Maximilien Lee, le Technical Fixed Animation Supervisor chez Fortiche. Et last but not least, Dimitri James, le Fixed Animator, ou un des Fixed Animators, je pense, chez Fortiche. Et sans plus entendre, je vous propose d'écouter ce qu'ils ont à nous dire sur cette fantastique série. Et je leur laisse la parole. Merci. Bonjour à tous et merci d'être présents avec nous. Donc moi, je vais vous présenter le studio Fortiche et les speakers que nous avons avec nous cet après-midi. Donc Maximilien Lee, qui est le Technical et Fixed Animation Supervisor, et Dimitri James, qui est un Fixed Animator, un des Fixed Animators, parce qu'il y a toute une équipe au studio. Alors, je vais revenir sur le Studio Story, et puis eux prendront la parole ensuite pour vous dire qu'est-ce que c'est que le Fixed Animation, qui ils sont, et puis vous montrer quelques exemples sur lesquels ils ont travaillé sur la saison 1, et puis après une session de Q&A, vous pourrez leur poser toutes les questions.
Donc, comme l'a dit... Merci, désolée. Donc le studio Fortiche a été créé en 2009 par 3 amis, Pascal Charru, Jérôme Combe qui est avec nous et Arnaud Delors, et qui sont également les co-directeurs sur Arcane saison 1, et Jérôme est le look development, si je ne me trompe pas. Donc Fortiche, c'est 3 studios, un studio à Paris, un studio à Montpellier et un studio à Las Palmas, dans des ambiances, comme vous pouvez le voir, très festives dans les 3 studios, mais on travaille aussi, il ne faut pas croire que c'est que de l'amusement, puisque pour faire une série comme Arcane, comme vous pouvez vous en douter, c'est aussi des moments très intenses. Donc Fortiche, il y a voici quelques projets sur lesquels on a travaillé avant Arcane. Donc le premier, ça a été La Gaviota en 2012, puis il y a eu Gorillaz. Après, on a commencé à travailler le partenariat avec Riot Games, donc avec Gadjinx, qui cette année va fêter ses 10 ans en octobre. Ensuite, on a fait Freaken of the Week en 2014, c'est bien ça, hein? Avec Juan Guarnido, le dessinateur de Black Sad. Voilà, merci Jérôme. Et la même année, on a travaillé sur Warriors. Donc, il faut savoir que Warriors, c'était pendant la pause de réécriture de Arcane, si je ne me trompe pas. On a également fait Echo, un petit cours sur Echo en 2014, toujours pendant la pause de réécriture. Un autre projet de jeu vidéo, Wildstart. Et puis, après, on est passé à Rocket & Groot en 2017. Et Rise en 2018 et KDA en 2018. Et puis après, vous connaissez tous Arcane en 2021. Donc Arcane, c'est l'équivalent de 3 courts, 3 longs métrages, merci. C'est 9 épisodes, c'est plus de 360 minutes et plus de 10 000 shots qui ont été réalisés en 6 ans. Il faut savoir que sur Arcane, il y a eu 560 personnes qui ont travaillé sur la saison 1 uniquement. Donc c'est énormément de monde, comme vous pouvez le voir. Mais grâce à ça, ça a été plein de joie, de prix, dont on est très fiers. Et on espère que ça va continuer. Je vous laisse la parole. Bon, qu'est-ce que le fixe anime ? En fait, notre rôle dans le département, ça va être de sublimer un peu ce qui se passe après l'animation. Donc on intervient bien après, juste après le département anime. On va principalement retoucher des contacts que les animateurs n'ont pas eu le temps de faire dû aux bids qui sont au quota et au timing qui se sont imposés. On va aussi rajouter des animes supplémentaires pour enrichir un plan type des accessoires qui n'ont pas été animés ou qui méritent une animation pour rendre la chose plus organique, plus proche du réel. Autrement, après, pour les autres départements, type le CFX, les simulations de vêtements, de cheveux, etc., nous, on va faire une passe de clean dans la scène. Donc, ça veut dire juste aussi vérifier les interconnexions, les interpénétrations qu'il va y avoir au sein d'un seul et même personnage ou d'un personnage qui interagit avec un autre, type un câlin. Il va falloir laisser suffisamment de place entre les deux personnages pour que la simule des cheveux se fasse. Après, pour le lighting compo, ça va être de vérifier ce qui se passe dans la scène, qu'il n'y ait pas des animations qui soient trop violentes pour qu'il y ait un motion blur cohérent derrière, ou des ombres qui sortent de nulle part et qui sont derrière la caméra. Aussi, on essaye, comme tous les autres départements, de vérifier s'il n'y a pas des faux raccords. Mais après, on est dans l'animation, donc il y en a 51 000. Mais on essaye au moins avoir une cohérence très globale. Et s'il y a des faux raccords, ils sont assumés en général pour la narration de la séquence. Après, je voulais parler un peu des profils qui sont un peu recherchés dans le département, à savoir que selon les studios, ça va être un peu différent, parce que c'est le superviseur qui va décider quel type de profil on va plutôt rechercher.
À Fortiche, on est plus sur des profils qui sont aspirants animateurs, donc qui ont une bonne base d'anime, qui ont un fort potentiel, mais qui ne peuvent pas encore être animateurs main, mais qui ont un certain potentiel pour l'être. Et aussi des profils curieux qui n'ont pas de crainte vis-à-vis aussi de la technique, c'est-à-dire du rig ou des formeurs liés au tool Maya. Moi je parle de crainte parce qu'on est là aussi pour vous former. Généralement, si des gens sont vraiment pas à l'aise avec ça, on essaye quand même de voir ce qui est possible de faire avec eux. Hein. Mais si on voit vraiment une vraie crainte, une peur de toucher à la technique, généralement c'est des profils qu'on préfère écarter parce que sinon ils vont vivre un mauvais moment au sein du département et c'est pas le but. Il faut qu'ils kiffent un peu l'expérience. Et aussi, on vise un peu la personnalité, donc c'est-à-dire l'humain qui a derrière le graphiste, savoir dans quel mood la personne est, si elle va fitter aussi avec l'équipe, tout simplement, si elle va bien vivre son expérience au sein de Fortiche et dans l'équipe d'Anime Fixe. Donc, qui sommes-nous? C'est moi direct. Ouais. Alors, je me présente, je m'appelle Dimitri James. Avant de rentrer donc, en école supérieure, j'ai juste fait un bac technique, donc non, technologique, oui, tout à fait. Je me suis trompé. Et ensuite, je suis rentré dans une école d'art sur concours, donc à 18 ans. Une fois le cursus terminé, je me suis mis en tant qu'auto-entrepreneur, parce que je n'arrivais pas à trouver de travail directement en animation. En même temps, j'ai dû faire un job alimentaire. Et pendant le Covid, je me suis un peu mis à la tâche et j'ai postulé à Fortiche. Et j'ai réussi à trouver du coup cette expérience en tant que fixe animateur. Donc, voilà. Savoir qu'il s'est mis au travail parce qu'il s'était mis à l'animation à 100%. Oui, aussi. Pour ma part, du coup, Maximilien Ly. Moi, j'ai fait après le bac, j'ai fait un DUT Services et réseaux de communication, MMI maintenant. C'est plus axé sur de la programmation et de la com, pour ensuite bifurquer sur une école d'art à Isère Digital, comme Dimitri. On a une promo d'écart entre nous deux. Après tout ça, j'ai fait quelques studios avant d'arriver à Fortiche. Je suis arrivé à Fortiche en 2019. Et avant ça, je travaillais sur de la série, du court-métrage, puis ensuite du long à Micros, puis Illumination, pour ensuite finir à Fortiche. Donc, voilà, on va montrer quelques exemples de shots qu'on a pu faire. On a fait une sorte de sélection quand même pour que ce soit un peu parlant, mais certains shots vont être un peu rapides, donc il faudra avoir l'œil vif. Plaisant à voir aussi. Ouais. Il faut aussi savoir que nous, en fixe, c'est ce qui va un peu... le département du fixe, c'est ce qui va faire un peu la différence entre les projets qui s'inscrivent dans le long métrage et ceux qui font de la, entre guillemets, vraie série. Parce que ce n'est pas un département que tous les studios peuvent se permettre d'avoir non plus, comme d'autres départements techniques. Du coup, les plans que vous allez voir là, c'est des plans que j'ai fait personnellement pendant la saison 1. Et le but là, c'est de vous expliquer un peu comment on procède. Donc, par exemple, pour ce plan-là, comme on parlait tout à l'heure de CFX, donc tout ce qui est simulation de vêtements, on doit gérer les contacts entre donc les props, le décor, de façon à ce que la simus puisse se faire sans pète. Donc là, j'ai dû gérer tout le contact de la poitrine de Vaille au niveau de l'impact, plus le contact des avant-bras. Et encore une fois, par rapport au lighting, il faut faire attention du fait que si on crée des écarts trop grands, l'ombre ne matche plus et n'est plus réaliste. Donc du coup, on doit faire attention à ça. Donc, vous avez pu le voir sur un plan comme ça, qui dure, je ne sais même pas combien de temps il dure. Il dure moins d'une seconde. Moins d'une seconde. J'ai au moins passé une journée dessus. Donc ça reste un travail conséquent. Mais pour beaucoup de choses qu'on ne voit pas forcément à l'écran. Mais c'est très important pour le rendu final, justement. Pour ce plan-ci, on a un peu tous nos persos favoris à fixer. Moi, je sais que Jinx, j'aime beaucoup.
Donc là, c'était surtout une question de contact. Donc contact, que ce soit la joue, le travail des mains. Donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, la plus grosse partie de notre travail consiste à gérer ce genre de choses et à rendre, comment dire, normal presque, ce qui pourrait ne pas l'être si on n'avait pas travaillé sur le plan. Donc là, peut-être il n'y a rien qui vous choque, mais si on ne le faisait pas, ce ne serait pas aussi. Bah là, par exemple, on a retravaillé un peu la shape de la joue de Jinx qui s'appuyait sur sa main, qui était perfectible. On l'a fait pour qu'elle soit beaucoup plus organique, donc avoir des retours de volume sur quand elle pose sa chair contre sa main qui est quand même osseuse. Donc c'est ça qui rend une image aussi plus crédible à l'écran, finalement. Donc notre travail, il se voit pas forcément tout de suite, mais est-ce que c'est pas dans le détail que réside l'excellence quelque part? J'ai envie de vous dire. Non, Ça, en tout notre cas, travail ne se voit pas forcément, on y tend. Mais il se sent. On le sent au rendu. Oula, ce plan. Ouais. Alors, pendant tout le travail qu'on peut faire, il y a certains plans qui demandent beaucoup plus d'énergie et d'effort. Celui-là en faisait partie, parce que vous avez pu le voir, les interactions entre les deux personnages. Au départ, justement, il y avait beaucoup de pénétration au niveau du bras de Vi. Si je peux imiter la chose, j'aurais vraiment le bras dans Max, en fait. Donc j'ai dû changer tout ça. Et l'une de nos principales missions, c'est de réussir à faire cette modification tout en restant aussi proche possible de l'anime. Donc c'est car il y a l'intention. Et pour nous, c'est ce qui est primordial. Donc il a fallu gérer le contact de façon à ce que la simu puisse se faire. Mais je crois que sur ce plan-là... Non, sur ce plan-là, il n'y avait pas de simu. Ah, ok. Ouais. Voilà. Non, en fait, donc du coup, j'ai dû tout faire. En fait, ouais, c'est ça. C'est qu'au final, il devait y avoir de la simu. Et pour des raisons de design, la simu n'a pas été faite. Du coup, on a dû tout gérer. Donc, voilà, c'est pas... Après, tout ce qu'on fait, c'est quand même... le but du travail, c'est d'avoir un travail qui est de modifier l'anime du moment que ça ne se voit pas et qu'on respecte l'essence même de ce qui a été posé par l'animateur. Voilà. Ouais. Donc ce plan-là fait partie aussi des plans un peu compliqués à traiter, malgré le fait qu'au rendu final, on ne voit pas grand-chose. En fait, lorsque Vi se replie, il y a toute une section de son corps qui se replie sur elle-même. Il y avait la gestion du contact de la main de Kate sur Vi. Et donc c'est assez complexe de façon de gérer ce genre de pénétration ou même de clean, tout en restant proche de l'animation. Mais une fois le rendu fait, il y a une certaine joie, je dirais, satisfaction oui, plutôt, de voir le final. Donc c'est assez cool, même fatigant. Alors ce plan est méga rapide. Ouais. Non, après, ouais, ça c'est un petit, c'est des petits plans, hein, mais en fait c'est que certains animateurs oublient d'animer la paupière inférieure et donc en fait ça nous arrive des fois de juste corriger les blinks qui se font. Je dirais voilà. Souvent. Je veux pas critiquer les animateurs. Comment? Non, après, je sais pas nécessairement de détails, mais parce que là, sur ce plan-là, si on n'était pas intervenu, on aurait vu un morceau de peau sortir de ce côté-là, hein, donc une masse, on va dire, couleur peau à travers tout son maquillage qui n'aurait pas été très appealing. Alors celui-là aussi est très rapide. Celui-là, vas-y, parle. Pour le coup, quand je suis arrivé à Fortiche, normalement on commence avec un plan assez simple. Max m'a mis sur celui-là en premier. C'est un plan très long. Je sais que je vais m'en rappeler toute ma vie parce que il y avait beaucoup de choses à faire. Mais je sais pas vous ce que vous en pensez, mais il claque. Genre, il est quand même très, très cool. Mais on a eu beaucoup de travail à faire sur la natte de Jinx, qui lors de l'animation avait des saccades et on a dû cleaner
la courbe, de façon à ce que ça reste dans la continuité de l'image. Ouais, c'est qu'en fait aussi la natte traversait le fusil, donc on a quasi réanimé en grande partie Dim a réanimé en grande partie la natte, tout en respectant aussi le sens de lecture. Donc en fait, il y avait quelque chose d'important à respecter dans ce shot. C'est qu'en fait, au début du plan, c'est la natte qui va guider le regard et la lecture du plan, en fait, jusqu'à ce que dès que la natte part, on arrive à switcher sur la main de vaille. Donc en fait, c'était ça qui était très important à garder, tout en faisant notre travail finalement, et aussi pour cleaner la scène pour justement les départements d'après, donc le CFX et le R et le groupe, etc. On aide beaucoup de départements finalement. Mais voilà, c'est une des contraintes qui est marrante à faire, parce qu'il fallait réanimer énormément de choses tout en respectant une intention artistique qui était quand même assez prononcée et importante. Donc après, on vous parle de la natte, mais on parle aussi des autres. Oui, c'est juste qu'on les voit un peu moins. Quoi, ça. Oui, on a revu tous les contacts, plein de choses, quoi. Et voilà. Et ce plan finit dans le trailer, quand même. C'est beau. Ah, le fameux plan. Ouais. Donc du coup... Alors ça, c'est surtout pour l'anecdote aussi. C'est que... c'est quoi, c'était la tech de Riot, la tech team de Riot, ont littéralement kiffé, c'est l'animation de la chaise, je sais. Et en fait, c'est que, si vous regardez, c'est dès que Silco en fait s'assoit sur cette chaise, on a tous les capitons qui ont été animés pour simuler et rendre le plan beaucoup plus crédible. Donc en fait, toutes les animations micro-animes sont hyper importantes. Il y a eu une base qui avait été faite par l'animateur ou l'animatrice qui était dessus. Et il y a quand même une passe du fixe pour rendre la chose beaucoup plus... que les déformations suivent beaucoup plus les volumes du corps. Et même en termes de timing. Du coup, ça nous fait plaisir de se dire qu'en fait, il y a des gens qui voient ce qu'on fait aussi. Et aussi... vas-y. En fait, pour expliquer l'histoire, c'est que l'équipe tech de Riot ont tellement trouvé le plan poussé et vraiment dans le détail qu'ils en ont créé une émoticône. Et pour dire, en fait, l'émoticône, quand ils postent ça, ça veut dire que le travail est excellent, t'as bien travaillé. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc on a trouvé l'anecdote sympa au sein du studio, et maintenant on a repris l'idée quand on s'envoie des messages pour dire que t'as bien travaillé, on met une émoticône chaise de Silco. Pareil pour les recrutements aussi, on devrait faire ça. Hein. Attends, on répond pas, on envoie juste une photo de chaise. Vous comprendrez pas. Le fameux écho. Sur ce plan, il n'y a pas énormément de choses à dire. C'est surtout que là, par exemple, la veste était traitée au CFX. Du coup, il fallait gérer le contact de la sangle avec les différentes couches de capuche qu'il y avait, et puis avec même son écharpe. Avec son écharpe, le col. Ouais, sur ce genre de plan, on peut justement laisser des peinés intentionnels, car c'est traité ensuite au CFX. Donc il y a des choses qu'on peut laisser passer, parce que c'est traité ensuite derrière. Sur ce plan, c'était la même chose. C'était un peu la même chose. Ouais. On a animé l'assise. C'est juste de cette chaise. Pour ça, oui, c'est un peu du porn pour les yeux, quoi, finalement. C'est la substance. Voilà, on passe un peu. Donc du coup, on les voit pas beaucoup malheureusement, mais sur ces personnages, donc les berserk, on avait une grosse problématique, c'était que, je sais pas si vous vous rappelez, mais ils ont des plaques au niveau du torse, et étant donné que c'est du métal, on a peu de liberté pour corriger ça, donc il fallait gérer ça au shot, du coup, à chaque fois, et de façon à ce que ça reste aussi proche de l'anime que possible, tout en gardant une bonne lisibilité, une bonne lecture, et surtout une bonne continuité au niveau de l'animation. Il y avait ça, plus le flair aussi. Non, le flair, non. C'était, en fait, avec l'animation des plaques, c'était aussi que ça nous permettait de renforcer des poses de perso, vu qu'elles étaient divisées en 3 parties, ça nous permettait d'accentuer des vraies lignes de force. Ensuite, nous, on a ce qu'on appelle des guides pour les FX 2D, c'est les traînées de lumière, en fait, qui ont été... je ne sais pas si c'est sur ce plan ça a été fait, mais qui ont été... créé à partir des intentions d'anime qu'on a ensuite
fait en sorte que ça soit pipeable pour ensuite que ça aide les autres départements pour avoir cette traînée de lumière qui est très représentative des factories Soldier. Voilà. Vas-y. Donc, encore une fois, il y a plusieurs plans où le CFX n'intervenait pas forcément. Et donc, sur celui-là, il y avait le travail des cordes. Ouais, c'est que c'est des copains, le CFX, on ne tape pas dessus. Non, bien sûr. Non, c'est juste que pour garder certains designs, on préfère faire ça chez nous, côté anime ou en fixe anime. Donc en fait, le rig des cordes était un peu bizarre, mais parce qu'on arrivait à la limite des rigs aussi en termes de skin. Du coup, on a juste retendu toutes les cordes pour que ça soit cohérent et qu'on sente un peu le côté serré, tendu, proche du corps de Silco. Et puis, voilà, je crois que c'est la dernière. Ouais, c'était la dernière vidéo. Puis après, je retourne sur la slide. C'est quoi le plan ? Diaporama. Ouais, du coup, pour la dernière note, le fixe anime, c'est comme pour beaucoup de départements techniques, on a un peu la cerise sur le gâteau des prods d'animation 3D. Donc, et ça fait, je lis ce qu'il y a écrit, c'est horrible, et ça fait beaucoup de cerises sur le gâteau. Ouais, non, c'est assez agréable de travailler avec des départements techniques qui sont là pour générer les images que vous voyez aujourd'hui. Donc, c'est aussi grâce à ça, quoi. Après, voilà. C'était la conclusion. Voilà. Plus rapide. Merci beaucoup. Je pense qu'on va avoir quelques questions dans la salle. Donc, je ne sais pas si on a un micro. Ouais. Ok. Oui, juste là. Bonjour. Bonjour. Déjà, bravo pour tout ce que vous avez fait. Je pense qu'on vous l'a déjà dit assez. Mais je me demandais, vous parliez pas mal de secteurs, et je me demandais combien il y avait de teams. J'ai plus le mot en tête, vous avez fait que le répéter, mais de départements, voilà, différents. Alors, des départements au sein du studio, j'aurais plutôt dit une quinzaine, mais une quinzaine de départements entre la pré-prod, donc qui comprend le board, les concepts, tout ce qui est concept design, concept environnement. Après, il y a toutes les assets, la création aussi bien des armes que des éléments, que les personnages, la texture, le modeling, les coiffeurs, c'est vrai, il y a le groom. Le groom. Il y a entre 15 et 20 départements au sein du studio juste pour la fabrication. Donc, eux, c'est un des départements et dans tous les départements. Merci. Une autre question ? Oui. Tout d'abord, félicitations pour la production de la série. Ensuite, j'aimerais poser d'abord une question sur votre département à vous. C'est la fixe animation, ça se fait exclusivement sur Maya ? Oui. Oui, sur Maya. Okay. Et vis-à-vis d'un autre département également, de l'animation 2D, sur quel logiciel on travaille majoritairement ? Tu peux répondre ? On est sur Animate. Animate, ouais. D'accord. Ce sera tout pour les questions. Non, mais tu fais bien. Il y a peut-être une personne. Merci. Tout d'abord, je vais copier les autres et vous dire merci, parce que c'était vraiment super comme série. Merci. Et pour ma question, c'est pour savoir combien de temps prend le fixe anime total de toute la série, la période que ça vous a pris de tout faire.
Alors, à savoir j'ai soulevé une oui, question. non, bien sûr, mais c'est que, à savoir, si on compte le pilote, moi je suis arrivé en 2019 et le Fixanim avait démarré bien avant, donc c'était long, hein, c'était tout aussi long que la prod finalement. C'est ça. Ah, donc Ouais, c'était donc tout au long en fait, tant que l'anime n'est pas fini, le Fixanim est là, quoi. Pareil pour les autres départements, parce qu'il faut quand même rester. Même si le travail est fini, il faut quand même rester pour fixer les derniers problèmes et en réparer d'autres, quoi. Ok. Ouais. Je n'ai pas vraiment de questions précises pour le moment. Mon collègue Je veux dire aussi, comme tous les autres, merci, puisque j'ai adoré cette série, etc. Je la regarde encore. Je l'ai regardée plusieurs fois d'ailleurs. Donc, voilà. C'est parti. Voilà. Juste, moi, la question que j'avais, c'était la collaboration entre Riot Games et vous. Est-ce qu'elle a été facile? Parce qu'il y a quand même une certaine adaptation du caractère design, etc., des personnages qui ont été faits dans la série comparé aux autres. Et je voulais juste savoir si c'était simple ou pas. Ça marche ça, ouais. Oui, c'était assez simple, c'était très organique, il n'y avait pas d'obligation à ce que ça ressemble à un personnage, on va dire, au niveau de la silhouette du jeu. Enfin, parce que souvent, c'est un peu le problème avec les adaptations, quoi. Enfin, même dans les Marvel, ils veulent que les props, par exemple, ou les costumes soient les mêmes que ceux des jouets ou ceux des jeux. Et nous, on avait une totale liberté de faire ce qu'on veut. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. J'espère que ça va continuer pour vous. Alors. Ouais. Voilà, je voulais savoir si, parce que je suppose qu'il y a des plans qui n'ont pas été gardés pour la saison. Est-ce que c'est des plans que vous aurez voulu qu'ils soient vus ou pas? Je crois que c'est très peu arrivé, non? Si. Si, on a jeté très peu de plans. Mais en fait, on avait fait un pilote et il y a des séquences qu'on sautait un petit peu. Enfin, il y a 30% quand même qui a sauté. Et parce que le scénario a été réécrit en fait, et du coup, voilà, il y a des personnages qui ont sauté. Il y a des espèces de vieux teasers qui traînent où il y a des personnages qui ne sont pas dans la série. C'est pour ça. Et aussi, ils ont fait, avant qu'on sorte la série, ils ont fait un test screening et l'introduction était trop longue. C'était un long plan séquence et il ne faut jamais faire de test screening parce que ça ne sert à rien. Et du coup, on a coupé cette séquence alors que c'était un très beau plan séquence avec de la musique, etc. Mais c'était pas assez rythmé, je sais pas. Et voilà. Mais c'est le genre de choses qu'on a eu au début. Voilà. Mais on n'a pas jeté beaucoup. Enfin, Ok, merci. on évite. Moi, ma question, ce serait du coup retour au département fixe. Au niveau technique, quand vous parliez de, il ne faut pas avoir peur de la technique, ce serait à quel niveau? Est-ce qu'il y a des moments où il faut peut-être créer des rigs spécifiques ou peut-être des fois adapter des rigs pour ce qu'il y a à faire en fixe? Comment ça se passe? On peut, soit avec les outils qu'on a, faire du rig au plan, en fait. Après, il y a pas mal de gens qui, comme ils sont aspirants animateurs ou animateurs, ont une réelle phobie de la technique. J'ai eu en entretien une personne qui m'a dit « Ah non, moi, la technique, j'en veux pas. » Je fais « Bon, qu'est-ce que... je sais pas quoi faire. » Donc, voilà, c'est surtout ça. Après... moi, l'important, c'est que les gens n'aient pas de réelle phobie, et on est là aussi dans l'équipe pour apporter ces outils-là, parce qu'on n'est pas, moi, je demande pas à mes graphistes d'être des riggers, des gros techniciens, des TD, etc. Je suis là pour leur apporter les connaissances des tools, et que du moment qu'il n'y ait pas de crainte et plus de la curiosité de comment ça fonctionne, let's go. Hein. Enfin, moi, je vois pas de... Ouais, c'est ça. Quand je suis arrivé, j'avais aucune connaissance du fixe. J'ai appris au fur et à mesure. Et faut pas avoir peur de poser de questions. Comme dit souvent Max, il n'y a aucune question qui est bête. Donc autant y aller.
et on apprend beaucoup plus vite comme ça. Il y en a toujours un derrière qui va dire « Oh putain, heureusement, il a reposé la question. » C'est bien vrai. Ouais. Merci. Merci à toi. Merci. Vous nous parlez de, pardon, de correction dans la 3D. Maintenant, c'est dur d'imaginer sur une production aussi qualitative qu'un département puisse rendre un travail qui soit parfait. Du coup, ma question, c'est dans quelle mesure est-ce que le département 3D se permet en un sens de vous laisser du travail? Vous pouvez répéter votre question? Je vais répéter que la question. Non, ma question, c'est dans quelle mesure le département 3D se permet de vous rendre un travail où il y a encore des corrections à faire et d'être du coup peut-être un peu moins précis dans sa production. En fait, je pense que c'est plus lié, comme disait Max tout à l'heure, à une question de délai et de deadline surtout. Donc des fois, ils privilégient la forme et surtout, comment on dit, la shape de l'animation. Et étant donné que nous, on est derrière, on peut se permettre de corriger, c'est notre métier. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de nous faire confiance ensuite. Oui, le fixe, c'est un peu la soupape de sécurité de l'anime aussi. Hein. C'est que des fois, tu as une séquence qui doit sortir et tu n'as pas le temps d'être clean à 100%. Bon, tu viens t'excuser, tu te dis bon, j'ai fait du caca, je suis désolé, et voilà. Et puis après, de toute façon, c'est un travail d'équipe. Hein. On est tous là pour travailler pour un projet qu'on aime, et on n'a pas, de toute façon, chaque département n'a pas vocation à mettre des bâtons dans les roues de l'autre. Donc c'est plus de l'entraide constante. Et même si il y a un moment où on est obligé de trop casser une anime, on demande à l'animateur est-ce que tu peux repasser dessus tout simplement parce que là on s'en sort pas, sinon on est obligé de sortir de tout ce que tu as fait et c'est pas le but quoi. C'est ça. Ok, merci. Petite follow-up question là-dessus. Est-ce que le fait d'être le dernier maillon de la chaîne vous met pas trop la pression par rapport à la production? On n'est pas le compo. On n'est pas le dernier. Non, on n'est pas du tout. Non, on n'est pas le dernier. Et je crois que c'est le compo qui empathie énormément de tous les retards. Toute la chaîne. Nous, on se mange le retard de quelques départements, mais à l'échelle de toute la prod, ça serait plus le compo. Après, je ne sais pas si tu as une réponse là-dessus. Ouais, donc carrément. Mais en faisant l'étalonnage, on voit encore des défauts, quoi. Enfin, il y en a plein. Enfin, mais c'est horrible. Parfois, je les cache, mais j'ai caché plein de défauts, quoi. Enfin, des trucs, parce que sinon, c'est sans fin, quoi. Du coup, je voulais vous demander dans. Ici. Je cherchais, je ne savais pas où vous étiez. Dans le fixe anime, vous êtes plutôt sur quelque chose de très technique, de très artistique, ou bien vous devez jongler entre les deux pour garder la cohérence artistique des animateurs? C'est un peu des deux, parce que c'est pour ça aussi que je préfère privilégier des profils plutôt aspirants à anime, c'est qu'il faut avoir vraiment le feeling de l'anime pour savoir ce qu'il ne faut pas casser enfin ce qu'on peut casser, ce qu'on doit préserver à tout prix. Mais il y a, pour pas te mentir, il y a plus de technique que d'artistique. L'artistique est là juste pour avoir une meilleure compréhension de ce qui a été fait en amont. Okay. Du coup, c'est plus la technique qui dessert l'image, qui vient servir l'image et pas l'inverse. Parce que globalement sur Arcane ça a été ça. Je sais pas si je peux. Je sais pas ce que tu veux dire. Non, mais on se dit, il y a un truc à faire, on se trouve le moyen de le faire. Oui, tu peux le dire. Voilà. Oui. Non, désolé. Du coup, je disais, en général, sur Arcane, c'était, on a cette intention-là artistique, on ne sait pas comment le faire, de toute façon, on va trouver, parce qu'il faut qu'on le fasse, parce que c'est stylé. Ok, c'est au bout d'un moment. Mais après, oui, il y a des tests, et on essaye de faire au mieux pour répondre, je pense. Pareil pour tous les départements, d'arriver à un résultat qui nous plaît tous. Okay. Merci. Bonjour. Du coup, vous parliez tout à l'heure de la liberté que Riot vous avait laissée pour la création de la série. Je me demandais quels étaient les plus grands défis pour ce genre de portage transmédiatique quand on passe d'un jeu comme ça à ce type de série. Les grands défis et grandes problématiques que vous avez pu affronter, même si je pense qu'il y en a eu beaucoup. C'était d'avoir confiance en nous.
Parce que, et nous aussi, de passer de clips vidéo de 3 minutes avec une équipe de 20 personnes à sortir 5h30 de film avec 300 personnes, enfin un peu plus que 300, on va dire 300 en même temps. Donc ça, c'était le plus difficile. Et puis chaque étape, au début, il y avait un réalisateur avec nous, donc parce que ils n'avaient pas confiance en nous sur la réalisation. On avait un monteur américain parce que en France, on ne sait pas monter. Et donc on les a virés. Et puis voilà, c'est toutes ces étapes à passer qui sont difficiles, mais qui ont permis d'arriver là où on est maintenant. Ouais. En fait, il y a eu un petit déclic avec Riot, c'est qu'un jour on a livré un film et en fait il y avait un petit film là, pour les championnats du monde de League, et en fait de Rise, c'était le film Rise, et en fait entre la version qu'on a livrée qu'on leur a livré et une version qu'on a projetée un mois plus tard, on avait amélioré l'image. Enfin, on avait fait des changements et ils se sont dit bon, c'est des malades. et du coup, voilà, ils nous ont fait confiance et c'est comme ça que il n'y a pas un rapport il y a un vrai rapport de confiance, quoi. Enfin, et ce qui n'est pas le cas avec, à mon avis, plein de studios, plein de relations de business. Merci. Bonjour, votre travail, je l'ai vu, en fait c'est impressionnant, je vous félicite, mais ça me fait beaucoup penser aussi personnellement, je fais partie du monde informatique, au développement d'un grand logiciel. Ça veut dire que vous devrez avoir des gens qui documentent tous les changements aussi. Vous devez avoir quelque part une gestion du projet, quel frame a été changé, pourquoi. Est-ce que vous faites ça ou vous avez des gens qui sont pas techniques du tout, ni artistiques, mais simplement là pour gérer tous ces détails que vous vous souvenez encore dans 5 ans, ce que vous avez fait comme changement, ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que ça va trop loin? Vous parlez des itérations de logiciels? Oui, dans le développement d'un logiciel, on a ce qu'on appelle le change management. Si vous voulez changer quelque chose dans le code, c'est la même chose avec vos animations. Quelque part, c'est décrit, c'est ça qu'on va changer. On utilise, oui, un asset manager. Oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Moi. Ouais. Shotgun, qui est le truc que tout le monde utilise, qui est très cher et qui, voilà. Je connais moi, pas, je n'utilise pas personnellement, mais voilà, ça permet de ça me semble très complexe. De garder tout, de voir qui a bossé sur quoi et à quel moment. Et il y a encore du boulot là-dessus parce que il y a beaucoup de sociétés qui fabriquent eux-mêmes leur asset manager. Bon, voilà, nous on utilise celui-là. Et aussi pour communiquer avec Riot, ils peuvent regarder les plans qui sortent à chaque étape, quoi. Enfin, storyboard, animation, fixe anime, et voilà. Tout le monde peut suivre et voir les plans se construire, quoi. Mais du coup, on a une personne, nous, qui gère ce truc-là en développement pur, quoi. Mais voilà. Mais il faut des outils pour ça, ouais, parce qu'il y a 800 shots par épisode à peu près, donc 800 plans fois, enfin voilà, ça fait beaucoup de plans qui partout, à différentes étapes. Bonjour. Je me demandais parce que vous disiez que, enfin, vous êtes passé d'une équipe de genre 20 personnes à, tu es par où? Merci. Du coup, des centaines de personnes. Comment vous avez géré la croissance qui est du coup hyper importante de votre équipe? Mal. Ça aurait pu être pire. Hein. Petit à petit, parce qu'on a commencé par faire le pilote, donc c'était, on était une centaine. Enfin, on n'est pas passé de 20 à 300 tout de suite, quoi. Enfin voilà, c'était progressif et on a changé de logiciel. Avant, on était sur d'autres logiciels, genre 3ds Max ou des trucs comme ça.
Les animateurs voulaient absolument travailler sur Maya, parce qu'ils ont l'habitude de travailler sur Maya, donc il a fallu qu'on trouve des gens pour nous faire des rigs sur Maya, alors que l'équipe de base ne travaillait pas avec ce logiciel, quoi. Enfin, donc voilà, il y avait un gros... du coup, on ne pouvait plus rien faire. Moi, je ne pouvais plus rien faire de mes mains. Et du coup, c'est assez frustrant, quoi. Enfin, mais ça s'est bien passé. Et de base, vous aviez déjà plusieurs bureaux ou... Ah non. Oui, non. Non, à la base, quand ils ont créé la société, il n'y avait qu'un studio à Paris. Et les 2 derniers ont été ouverts en 2000, un peu avant la sortie, en 2020, pendant le Covid. On a ouvert les annexes pendant le Covid. Okay. Bon, bonjour. Du coup. Mais là, vu qu'on parle un peu du personnel, etc., vous disiez qu'il y avait 300 personnes qui ont travaillé sur la saison 1 de Arcane in fine, plus de 500 aidés, c'est ça. Je voulais savoir, est-ce que là, maintenant, par exemple, est-ce que vous avez réussi à garder un taux de nombre, enfin, autant de personnes pour travailler sur un seul projet, ou alors maintenant, vous avez dit, voilà, le projet est fini, on va devoir un peu réduire le personnel, etc., ou alors il y a une nouvelle gestion, etc. Je sais pas. Non, on est au même nombre, mais on est même plus nombreux à l'heure actuelle. Actuellement, on est à 380 salariés à Fortiche, donc on augmente. Il n'y a pas de principe d'intérim ou des trucs comme ça qui doivent Si, avoir... il y a des contrats, ils sont en intermittence, mais... Après, un département, forcément, en pré-prod, finit bien plus tôt qu'un autre département, donc en fait, ça se suit. C'est ça. Ouais, ça suit le fil de l'eau. Il y a des gens qui se font des pauses, qui vont travailler sur d'autres projets parce qu'ils en ont ras-le-bol. Et d'autres qui sont restés depuis... il y a des gens qui travaillent avec nous depuis 12 ans. Voilà, des gens qui partent, qui reviennent, qui vont voir ailleurs pour voir si c'est mieux et c'est moins bien. Oui, vu qu'ils reviennent toujours. Ils reviennent toujours. Tout d'abord, ce que je voulais dire, c'est que ce que je trouve incroyable avec ce studio, enfin avec Fortiche, c'est tout l'aspect porté sur la qualité du produit, mais à la fois l'aspect ultra humain et ultra à l'écoute des artistes, enfin du moins de ce que j'ai pu entendre et déjà de ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Et voilà, ça fait que je trouve ça génial. Mais du coup, ma question c'est, j'ai vu il y a quelques semaines, ou il y a 1 mois ou 2, que vous recherchiez un DA pour un nouveau projet. Et je me demandais si, dans le cas où vous recruteriez des juniors, est-ce que ce serait pour travailler sur Arcane ou pour ce potentiel nouveau projet? En fait, oui, mais parfois on fait des erreurs on fait des conneries. Alors, non, je ne devais pas valider ça. Ça rejoint la question d'avant. Enfin, les gens, en fait, il y a des gens. Enfin, le but, c'est que les gens changent un peu de métier, quoi. Enfin, évoluent. Et là, on cherchait un DA, oui, mais non. Ok. Enfin, on en a plein, mais vu qu'on est sur la saison 2, on peut pas trop les sortir, mais ils en ont. Enfin voilà, il faut qu'on les fasse respirer aussi. Ouais. Donc et puis on a envie de rencontrer des gens aussi, donc c'est pour ça qu'on avait passé cette annonce. Voilà. Ok, merci. Du coup, rebonjour aussi. Je voulais vous demander, c'est un peu personnel, mais c'est quoi vos moments préférés dans la série? Qu'est-ce qui vous a le plus plu ou qu'est-ce que vous aimeriez refaire, par exemple, comme scène? Qu'est-ce qu'on a, les moments qu'on a préférés sur la saison 1? Oui. Pas de spoiler, je sais. Non, mais je veux dire, parce que sinon j'allais dire juste les soirées, c'était cool. Hein. C'était cool. Non, vas-y, dis-moi. Il y a beaucoup de moments. Sur la saison 1, j'ai fait à peu près, un peu moins de 700 plans. Donc du coup, me rappeler de tous les plans, c'est très compliqué. Mais je dirais que déjà le premier plan que j'ai fait, que je vous ai montré tout à l'heure, reste l'un de ceux qui restent dans mon cœur, on va dire. Et puis, non, les plans où j'ai pu animer un peu, je pense, c'était agréable. Et puis voilà.
Sinon, ouais, non, pas de souvenir particulier. Après, on enchaîne, donc c'est un peu dur. Donc là, on est dans le concret actuellement, donc voilà. Non, j'ai pas de réponse claire à te donner, désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. Après, pour ma part, c'est comme j'aime aussi ce côté tech anime, c'est que je vérifie les rigs sortis du... Enfin, on essaye en tout cas de vérifier les rigs avant que ça soit parte en anime. Du coup, mon plaisir, c'est de découvrir des nouveaux persos et de redécouvrir des storytelling, tu vois, derrière. Quand j'ai découvert, comment ça s'appelle, Civica sur la saison 1, je me dis, mais c'est l'un des meilleurs persos, quoi. c'est juste la femme de ma vie, finalement. Non, mais voilà. Non, c'est des petits plaisirs un peu au quotidien, après. Je pense que c'est ça, ouais. Ou découvrir juste des artworks des derniers épisodes en avance, tu vois. Voilà. J'avoue qu'il y a un plaisir qui est un peu bizarre, mais... c'est en fait, on a un camembert où on voit l'évolution de nos plans, et quand il est ouvert, c'est un grand plaisir. C'est des épisodes. Ouais, des épisodes. Ça, c'est vraiment. Oui, on a une jauge d'avancement sur un épisode, du coup, plus ça va, plus le camembert devient vert. Et il est bien quand il est ouvert. Souvent petit plaisir camembert. Oui, c'est qu'il y a une soirée aussi. Il y a une soirée qui est prévue après. Je vois. C'était super, merci de votre réponse. Je pense qu'il y a la demoiselle à gauche. À vous. Je crois qu'il y avait... Non ah oui, ouais. pardon. Monsieur là, par là. Non, mais vas-y. Moi, je voulais vous poser la question de à quel stade de rendu est-ce que vous travaillez sur les plans? Est-ce qu'il y a déjà les textures, les lumières, pour que vous vous rendiez compte des défauts qui pourraient apparaître à ce moment-là, ou est-ce que vous travaillez à différents niveaux de rendu? Quand on fait l'anime, tu veux dire? Non, sur le Fix Animate. Bah oui, au fixe. Ça dépend des fois. Des fois, la texture n'est pas forcément prête à 100%, donc on a une V1, et après, la plupart du temps, plus ça avance, plus on a les textures déjà définitives. Après, pour le lighting, en général, on se fie aux color scripts qui sont faits en fait en pré-prod, et qui nous aident énormément en fait pour un peu guider jusqu'où on peut travailler, parce que là, la plupart des plans, enfin, quand on est dans zone, la plupart du temps c'est très sombre, donc on va pas porter énormément on va apporter un peu moins d'amour dans les zones où c'est tout noir, et plus apporter plus de finesse et de détails dans les zones plus éclairées. Et ça vous arrive de repasser sur des plans après que, s'il y a une lumière qui change, des oui, textures? Totalement. Oh oui, oui, c'est un peu le jeu, finalement. C'est que nous, on fait notre travail, puis forcément, il y a d'autres. En fait, on a tellement la tête dans le guidon que des fois, on voit pas les plus grosses erreurs qui peuvent passer. Donc, il y a aussi d'autres départements qui le voient et qui nous le renvoient. Après. C'est comme les faux raccords, une fois arrivé au compo, on se dit il y a quand même X départements avant qui n'ont toujours pas vu le faux raccord, donc on essaie de faire avec, ou alors d'essayer de le corriger avant que ça soit trop tard. Mais le lighting est fait au compositing. Oui. Le lighting 3D, c'est vraiment pour avoir une idée vite fait d'une direction de lumière, mais voilà, c'est au compo qu'on light. Ouais. Enfin, light. Voilà, on va dire ça. Moi, j'avais une autre question qui m'est venue. Je sais que Riot, il travaille aussi avec d'autres studios, par exemple The Line, ou il y en a d'autres. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils ont choisi vous pour faire cette... Est-ce que genre, ils ont mis une sorte de... Sur une pancarte, ils ont dit on veut faire une série, et puis il y a plein de studios qui ont dit moi je propose un prototype et vous avez été choisi, ou dans quelque chose comme ça, ou je sais pas comment ça s'est fait. On est gentil. J'imagine. Non, The Line, ils font que de la 2D. Okay. Et puis ils existent depuis pas si longtemps que ça. Nous on a le créateur de la série, on a fait Jinx, la musique vidéo de Jinx avec lui. Donc on a, il est venu vers nous parce qu'on avait fait la première vidéo avec lui, quoi. Enfin, voilà, c'est pour ça. Okay. Mais pas de pot de vin. Non, j'imagine. Juste du talent. C'est pas la gaviota. Non, on a fait Jinx. Christian a vu la gaviota. Voilà, et c'est comme ça qu'il a travaillé avec nous. Mais on a fait la série après. Parce que Christian, on a fait Jinx. Voilà, c'est un truc. Oui, bonjour. J'ai une question qui est plus liée à l'écriture. Est-ce que vous avez d'autres projets que vous initiez ou vous souhaitez initier, que ce soit des
concepts originaux ou des adaptations? Est-ce que vous cherchez éventuellement des scénaristes pour ce type de projet? Voilà, je représente un peu la SACD ici, donc je pose ce genre de questions. Merci. Bah, on aimerait bien, oui. Avec Riot, on a des projets. Bon, mais ça, c'est eux qui écrivent les scénarios. Enfin, c'est Christian et Alex I qui écrivent. Et nous, on aimerait bien développer nos propres projets. Donc voilà. On cherche. Il y a Vincent qui est là et avec qui on avait un projet, mais qui n'a pas trouvé, qui était trop niche. Voilà. En tout cas pour les peut-être cher, niche et tout un tas de raisons qui sont un peu toujours les mêmes. Mais là, on est en train voilà, d'essayer de faire nos projets, ouais, avec et sans Riot. Voilà. Merci. En attendant, je pense qu'il y a encore des personnes qui ont des questions derrière. En attendant que le micro arrive, j'avais une question de mon côté aussi, niveau budget, mais je ne sais pas si c'est tellement pour vous ou plutôt pour Riot. Mais je me demandais à quel point la diffusion sur Netflix était nécessaire d'un point de vue budget pour financer la série, ou si c'était finalement pas si nécessaire que ça, parce que Riot a quand même un trésor de guerre assez conséquent, mais je ne sais pas jusqu'à quel niveau ils ont pu se permettre de financer complètement la série. Riot ? Ouais. C'est Riot qui a financé la série. Netflix, ils ont, en fait, je ne sais pas combien Netflix a acheté la série, mais Netflix c'est juste distributeur. C'est vraiment Riot qui a pris les risques et qui finance tout depuis le début. Donc là, Arcane c'est sur Netflix, mais la prochaine fois, s'il y a un autre truc, ça sera sur HBO. Prime, HBO, j'en sais rien, au cinéma peut-être, mais Netflix, en tout cas, aucun input artistique ou quoi que ce soit sur le scénar, c'est vraiment, je sais pas, le deal s'est fait 2 mois avant la sortie, quoi. Enfin, c'est pour ça que la promo d'ailleurs était pas terrible, il n'y en avait pas, mais voilà. Je vais prendre un peu le contre-pied de la question des scènes préférées. Est-ce que vous avez des scènes que vous détestez, dans le sens où vous avez travaillé sur tellement de plans qu'il y en avait un, vraiment, vous n'en pouviez plus, tellement c'était difficile, et est-ce qu'il y a ce genre de scène aussi qui arrive? Il y en a plusieurs, il n'y en a pas énormément, mais il y a quelques scènes, par exemple, qui... Au bout de 30 allers-retours avec le lead, ça commence à être très compliqué mentalement de continuer dessus. Quand tu passes une semaine complète sur un plan, c'est tendu, donc oui, ça reste dans la mémoire. Mais non, en soi, ça va. Justement, les beaux plans viennent contrebalancer la chose, et on se rappelle qu'on aime notre métier à ce moment-là. Mais non, sinon ça va. Bah, je pense que c'est comme dans tout métier, il y a toujours du bon et du beaucoup moins bon. Et il faut juste réussir à surpasser ce moment-là. Puis après, il y a Max derrière qui me tape si jamais. Donc, non, mais dès que vous voyez un plan avec des câlins, on déteste ça chez nous. C'est stylé, hein, mais c'est cool. Mais c'est trop chiant. Dans l'épisode 1, il y a une séquence dans des ordures, il tombe dans un truc avec des ordures. Là. Elle est horrible, cette séquence. C'est horrible. Ah ouais. T'es pas encore là? J'étais pas là non plus. Non, mais il y a eu 200 versions, c'est oui. impossible à éclairer, c'est horrible. Ouais. Voilà, c'est moche. Ne la regardez pas. Bonjour. D'abord, félicitations pour le travail de dingue, bien entendu. Ma question, du coup, c'est en fait, vous avez parlé du coup de passer de fixe à main animateur, et je me demandais un petit peu quel était vraiment le taux de conversion. Est-ce que c'était vraiment fréquent que ça se passe ou pas trop? Et comment ça se passe également? Donc, est-ce que c'est-à-dire qu'on voit un fixe animateur qui fait vraiment du travail super, on va commencer à lui donner 1 ou 2 shots d'anime, voir ce que ça donne, et puis éventuellement il passe, ou il doit juste passer par le canal standard de candidature en tant qu'animateur? Alors historiquement, c'est pas arrivé tant que ça. Hein. C'est surtout en fonction du timing. Là, en saison 1, c'est pas quelqu'un qui est parti en main, c'est quelqu'un qui est parti en anime crowd, donc l'anime de foule. Hein. C'est juste un timing qui fait que y avait une place de dispo. La personne avait le niveau pour.
on l'a positionné là-dessus. Ensuite, Bart a fait ses tests avec cette personne-là. Enfin, Bart, c'est notre diranime. Et il lui a envoyé des tests. Elle a réussi les tests et let's go. Après, il y a eu... après, c'est pas forcément Fortiche, mais là, je l'étends sur d'autres prods. Mais à Illumination MacGuff, on a eu un junior sorti d'école qui avait un bon potentiel pour être animateur. Et il faisait des exercices de son côté qui me montrait avec... à l'époque, j'étais lead, et il nous le montrait avec son travail à notre sup et à moi-même. On lui faisait des retours. Une fois qu'on arrivait à notre limite en termes d'œil, on disait, là, on voit plus rien. On l'avait ensuite switché, envoyé voir un copain lead anime en main, qui lui a aussi fait les retours. Et maintenant, là, il est passé en anime main sur Mario. Et c'est pas dégueu, hein, ça va. Non, mais en vrai, c'est énorme. C'est comme tout, c'est comme à l'école. Il faut énormément de travail personnel. Pour ma part, j'engage des gens dans ma team qui ont un potentiel. Maintenant, je leur dis tous. Dimitri me montre de temps en temps un peu de son travail. On fait des retours. C'est le cas aussi pour d'autres personnes. Voilà, mon but, c'est... Ok, ils peuvent évoluer. Si c'est pas forcément un Fortiche, ils peuvent évoluer ailleurs. Et c'est mon but aussi. En tout cas, c'est une de mes aspirations, c'est de faire évoluer les gens. Voilà. Super cool, merci. Ouais. Est-ce que... Oui, encore une question. Merci. Alors moi j'avais une question. Tout à l'heure vous parliez de storytelling. Alors j'ai bien compris donc que c'est Riot Games qui s'occupait complètement du scénario, etc. Mais Arcane, elle comporte beaucoup de narration environnementale. Pour plaire, je suppose, aussi aux joueurs, tout comme aux néophytes du jeu League of Legends. Et je me demandais en fait justement comment se passait le travail avec Riot Games par rapport à cette narration environnementale. Je pense par exemple à la boutique de Benzo, où il y a par exemple des items du jeu que un non-joueur n'aura aucune idée de ce que c'est, mais un joueur... Est-ce que c'est Riot Games qui vous fait la demande d'intégrer ce genre de choses, ou est-ce que vous avez une certaine liberté dans ce genre de choses, ou pas du tout ? Au début, oui, ils nous demandaient de faire des petits easter eggs, quoi, enfin des petits trucs, mais aujourd'hui on le fait tout nous-mêmes, quoi, enfin vu que voilà, on s'amuse. Mais c'est pas du tout une demande, c'est vraiment organique comme façon de travailler, quoi. Il n'y a aucune personne du marketing de chez Riot qui nous dit il faut absolument qu'il y ait ça. Et voilà. Merci. C'est pas écrit. J'aimerais bien revenir sur la question de l'environnement, justement, qu'il a posée. Vous vous inspirez beaucoup du lore de League of Legends, ce qui est normal. Mais quelles sont vos autres inspirations pour les bâtiments, les vêtements de la série, par exemple, pour Piltover ? Il y a Musha. Là, on fait une expo Musha à Paris. Enfin, on fait une expo. Non, faut pas exagérer. On participe à une expo Musha. Donc inspirer un peu les graphismes qu'il y a dans les décors, les fresques, et c'est le DA, ça, qui a, c'est Julien Georgel qui a voilà, ça inspire. Parce qu'il y avait déjà beaucoup on a commencé, il y avait déjà beaucoup de dessins de Piltover, enfin. Beaucoup de concepts qui avaient déjà été faits pour d'autres projets, et voilà, enfin, c'est vraiment du développement, voire du surdéveloppement parfois, mais c'est de l'inspiration de tout, quoi, enfin, du cinéma, de l'art,
des trucs art déco, il y a un truc, voilà, il y a un côté parfois presque un peu trop mélange, un peu trop Jules Verne, je sais pas quoi, mais c'est ce qui fait un peu aussi l'originalité du truc, quoi. Enfin, Merci beaucoup. Voilà. Bonjour. Moi, je me demande si le produit fini sort à 100% de chez vous ou est-ce que ça retourne chez Riot à un moment. Et vis-à-vis de la musique, est-ce que vous animez dessus? Est-ce que le produit final, s'il sort de chez vous, vous jouez avec la musique qui arrive ou ça se fait ailleurs? Nous, on fait des animatiques 2D ultra précises, enfin, avec de la musique qu'on met nous, enfin, donc on met du Nine Inch Nails, je sais pas quoi, enfin, qui sert à monter. Et ensuite, Riot fait la musique par-dessus, ou parfois, enfin, comme le générique, quand c'est Imagine Dragons, on reçoit la musique et là on fait l'image par-dessus. Enfin, ça dépend. Les parties clippées, on a l'image, on a la musique avant, ou enfin une musique qui n'est pas terminée. Mais c'est pareil, c'est des allers-retours, quoi. Et l'image finale, elle sort de chez nous. C'est moi qui fais le compo, qui fait l'étalo et qui envoie à Netflix et voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui passe derrière, qui fait je sais pas quoi. Sauf sur la version chinoise qui est évidemment, qui est remontée, censurée. Voilà, qui est un peu absurde, mais qui existe. Revoyez la série en version chinoise, vous allez faire le comparatif là. Cette différence. Bonjour, moi je ne suis pas étudiante en art, donc je vais avoir une question peut-être un peu idiote, même s'il n'y en a pas. Est-ce que parfois vous faites intervenir des personnes d'un tout autre genre de métier, par exemple des architectes? J'ai travaillé pour une architecte spécialisée en Horta. Du coup, en regardant Arcane, j'étais contente de voir de l'art nouveau, même dans les souterrains. J'étais là, waouh, ils ont pensé à tout. Est-ce que parfois vous faites appel à des consultants de différents métiers ou c'est vraiment que l'animation, que le graphisme? Non, non, parce qu'après ça fait une voix supplémentaire à des décisions où il y a déjà suffisamment de gens qui donnent leur avis. Mais moi j'aime bien avoir des avis de chef-op, mais c'est pareil, ça fait une personne en plus. S'il y a quelqu'un qui vient, alors oui au début, quand on est dans une phase de recherche de concept, ça c'est super. Mais pendant la production, après ça devient trop compliqué, quoi, je pense. Mais oui, voilà, il y a d'autres métiers qui peuvent vraiment intervenir avec nous, quoi. Merci. On va peut-être en prendre encore 2 dernières questions, parce que l'heure avance. Bonjour, et déjà félicitations pour la réalisation de la série qui était absolument formidable. Et du point de vue que c'était formidable aussi, c'est une série qui visuellement a pas mal déchaîné les passions dans les milieux estudiantins, notamment du côté artistique en fait. Donc question pour Christelle, vous faites les ressources humaines et tout ça, si j'ai bien compris? Non, moi je m'occupe de la communication chez Fortiche. Mais je pourrais répondre pour la partie RH. Mes excuses. Mais c'était pour savoir exactement, au niveau des équipes strictement artistiques, où se situent les pôles de recrutement. Est-ce que tous vos artistes sont sortis des écoles les plus renommées en France? Je sais qu'il y a les Gobelins notamment, qui est extrêmement connu du côté de Paris. Est-ce que ils sont tous issus de ce milieu-là ou c'est plus... Non, il y a de tout. Le DA, Julien, a fait les Gobelins. Le directeur d'animation, Barthélemy, a fait les Gobelins. Mais Julien, avant de faire les Gobelins, c'était un extraterrestre. Enfin, la première fois que je l'ai vu faire une peinture, un ciel, t'as envie de vomir. Parce qu'il fait ça très vite et très bien, mais c'est pas parce qu'il a fait les Gobelins. Alors les Gobelins après, ça lui a appris à, je sais pas, à structurer. Mais sinon, il y a tous les profils de partout, des gens qui n'ont pas fait d'école. J'ai un pompier. Ah oui. Un mec que j'avais rencontré à Annecy, qui était pompier, et qui a presque mon âge, et qui aujourd'hui est lead anime, quoi. Enfin, il y a tous les profils de toutes les écoles et tous les voilà. Il faut juste être vraiment passionné en revanche, parce que c'est pas facile, mais même de manière générale, on ne regarde pas trop les écoles. Hein. Je sais pas non. En général, la plupart des étudiants
font ça quelque part sur ton 3D, j'ai l'impression aussi, font ça dans le but d'intégrer des studios comme Fortiche et ce genre de choses, mais c'est enfin, à quel point est-ce qu'il y a des possibilités Ah ouais, c'est super open. Hein. D'accord. Sauf que après, c'est les superviseurs de chaque département qui choisissent un peu les gens. Et en fait, avec la saison 2, là, on est tellement dans la tête dans le guidon qu'on ne prend pas assez le temps de former les gens. Il n'y a pas de stagiaires, il y a très peu de gens en stage parce qu'on n'a pas le temps. Mais d'ici quelques années, non, peut-être mois, ça va aller mieux et on va essayer d'être moins la tête dans le guidon pour pouvoir prendre des gens voilà, des juniors, mais notre chef compo c'est un junior, je veux dire, junior par rapport à certains qui ont eu beaucoup plus d'expérience. Enfin, il n'y a pas d'école, de trucs. Oui, c'est vraiment organique. C'était un peu ma question. Enfin, ma question, effectivement, c'était du coup, est-ce qu'il y a un moyen, quelque part, encore d'être en apprentissage au sein même du studio, où c'est très fort, en fait, pardonnez-moi le terme, mais usine à gaz, on travaille, ou alors est-ce qu'il y a encore moyen d'avoir une sorte de formation suivie au sein même nous, par exemple, la texture des personnages, c'est un truc qu'il faut quand même un peu choper. Enfin, ça vient pas naturellement, quoi. Enfin, voilà, il faut l'apprendre un peu. Il faut apprendre, quoi. Enfin, mais c'est vite appris. Enfin, puis il faut avoir envie. Alors que dans les écoles, la texture, ils l'apprennent mal. Enfin, c'est souvent des couches de choses alors qu'il suffit de peindre une texture et c'est cool. Et voilà, c'est juste ce genre de choses où il y a un petit temps d'adaptation pour plein de, enfin, pour la texture, pour les matte painting, bon, l'anime c'est assez classique, sauf que là c'est des personnages humains, donc c'est pas comme animer des mignons, quoi. Enfin, il faut quand même, il y a quand même temps d'adaptation pour pas trop déformer les personnages, mais les déformer quand même pour que voilà, il y a une petite formation. Donc camarades, envoyez vos CV, envoyez vos démos. Non, mais après, voilà, c'est en fonction du profil. Il ne faut pas miser sur l'école. C'est énorme. Encore une fois, c'est de travailler personnel. Surtout à l'école, c'est le moment où vous avez le temps de le faire. Une fois que vous aurez la tête dans le guidon dans un projet, vous allez rentrer le soir, vous n'allez pas avoir envie de faire des projets perso. Donc, ouais, c'est du travail perso. Après, si le profil tombe bien, enfin, correspond au profil recherché à l'instant T. Et tout à l'heure, on parlait d'un DA, on l'a trouvé. En fait, c'est quelqu'un qui avait bossé avec nous il y a longtemps, mais qui est revenu. Et voilà, c'est comme ça tourne, quoi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Sauf, il y a une dernière question ? Okay. Dernière petite question. Bonjour. J'aimerais juste rebondir sur la saison 2 d'Arcane. J'aimerais savoir, du coup, à quel stade de la production vous en êtes. Eh ben, on peut pas vous le dire. Ok. Bah, c'était. Mais bien tenté. On l'avait parié qu'on allait en avoir une. Et je propose qu'on clôture sur ce non-spoiler cette conférence. Un tout grand merci encore à Dimitri, Maximilien, Christelle et Jérôme. Je pense qu'on peut les applaudir.